Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Michel Salem-Sermanel, le président de l'association Alumni for the Planet, qui co-organise ce webinaire avec INSA Alumni, et je laisserai juste après euh, Aurélien Truchassou, qui représente INSA Alumni, dire un mot d'accueil. Euh, En introduction, je voudrais dire d'abord, je suis vraiment très très heureux parce que vous allez avoir ce soir un webinaire d'une très grande qualité, du fait que nous avons trois intervenants exceptionnels vraiment, hein. Donc, Alumni for the Planet, ça, on organise très régulièrement ce type de webinaire. On en a organisé plus d'une centaine au cours des 5 dernières années de notre existence, hein, depuis 2020. Mais là, vraiment, celui-là, c'est la troisième fois d'ailleurs qu'on le fait sur cette thématique. Nous avons des intervenants de très grande qualité. Donc, nous aurons d'abord Laurent Richard, qui est un expert sur les questions de changement climatique, qui va un peu planter le décor, hein, par rapport à ces enjeux. Nous aurons ensuite Marie Kernec, qui va un petit peu zoomer sur l'enjeu de la décarbonation du secteur de la santé, elle le dira, hein, elle a participé à de nombreux travaux, hein, au niveau national, notamment avec le Shift Project, hein, sur la façon de décarboner et ce que représente, hein, le poids carbone du secteur de la santé. Et nous aurons enfin et surtout le témoignage de Anne Rullier, qui est médecin. Donc, vous voyez en blouse blanche en haut de l'écran. Alors, pour moi, il est en haut à droite, je ne sais pas pour vous, puisqu'elle est médecin depuis de nombreuses années au sein du CHU de Bordeaux. Et son témoignage vise à montrer comment on peut, en plus, je dirais, de sa fiche de poste, de son métier, comment on peut vraiment contribuer à transformer, mais de manière très significative, son organisation. Donc là, c'est une organisation publique, hein, un CHU, un gros CHU, hein, celui de Bordeaux. C'est vrai pour tout type d'entreprise ou d'organisation publique, hein, puisque ce que nous mettons en évidence au sein d'Alumni for the Planet, c'est qu'il est possible, souhaitable bien sûr, mais surtout possible, hein, pour un grand nombre de salariés, hein, quel que soit leur poste, leur niveau de responsabilité, leur secteur d'activité, de contribuer à la transformation climatique et environnementale de leur entreprise. Voilà, c'est ça notre rôle, notre mission depuis que l'on a été créé depuis 2020, et nous le faisons au travers de webinaires comme ce soir que nous co-organisons en permanence avec des associations d'alumni. Alors, en complément, je dirais simplement que nous organisons régulièrement un autre type de webinaire en plus petit comité. C'est en quelque sorte des, des ateliers de co-développement où se retrouvent des personnes qui sont déjà en train d'agir et qui rencontrent forcément des difficultés. Et Anne nous dira aussi que c'est pas un long fleuve tranquille, et c'est intéressant de se retrouver entre pairs dans un cadre, on va dire, neutre et bienveillant et non enregistré, confidentiel, hein, pour échanger, pour se donner des conseils, se remonter le moral pour tenir dans la durée. J'indique également que depuis 6 ans, nous avons rencontré énormément de personnes, hein, qui se mettent en mouvement leur entreprise de l'intérieur, et nous en avons fait un livre. Voilà, donc je vous le montre, hein, qui s'appelle Agir pour le climat dans son entreprise, c'est possible, hein, un livre édité aux éditions Duno, hein, il y a quelques mois, c'est assez récent, préfacé par la marraine de notre association, Valérie Masson-Delmotte, et qui, dans une première partie, donne une sorte de checklist de la façon de s'y prendre. Donc, vous aurez un exemple avec Anne et vous verrez, voilà, que il est possible, hein, d'être vraiment efficace, hein, dans son action de transformation de son entreprise d'organisation, à condition de savoir comment s'y prendre. C'est pas si simple, et souvent on nous a dit, bon ben moi j'ai envie de m'engager. Peut-être si vous pouvez éteindre votre micro. Ouais, merci. Mais j'aimerais bien une checklist. Alors, au bout de quelques années, on s'est dit, c'est vrai, effectivement, on retrouve souvent les mêmes leviers d'action, les mêmes difficultés. Donc, on a cette méthodologie, en quelque sorte, comment s'engager au-delà de sa fiche de poste dans sa sphère professionnelle. Et puis, dans une deuxième partie, vous avez des témoignages. Alors, il n'y a pas celui d'Anne. Par contre, il y a celui d'une collègue d'Anne, hein, qui a déjà témoigné 2 fois également qui travaillait dans le CHU de Bordeaux, et qui montre, voilà, comment c'est possible de s'engager. Mais vous en avez dans plein d'autres secteurs d'activité. C'est ça qui est intéressant. Voilà. En conclusion, je dirais que ce webinaire n'est pas en premier lieu pour vous donner des informations, même si vous en aurez, et c'est normal, c'est important, hein, pour vraiment planter le décor en quelque sorte sur
les enjeux de décarbonation au niveau national et du secteur de la santé, par Laurent et ensuite Marie, mais c'est vraiment de vous montrer que vous, en particulier, donc tous les participants à ce webinaire, vous pouvez, quel que soit votre poste actuel, faire comme Anne finalement, hein, comme Anne Rouillet l'a fait depuis plusieurs années au CHU de Bordeaux, et vous engager à votre tour pour avoir un impact dans la transformation de votre entreprise ou de votre organisation. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ajoute, pardon, une dernière chose, c'est que nous sommes également soutenus dans ce travail par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Donc, je le remercie de nos principaux financeurs qui nous permettent d'organiser ces webinaires qui sont gratuits. Et je passe tout de suite la parole à Aurélien Truchassou, qui représente INSA Alumni, avec qui nous co-organisons ce webinaire. Oui. Merci Michel. Bon, je vais être plus court que toi. Je suis encore très heureux de pouvoir co-organiser ce webinaire avec Alumni France de Planète. Euh, Pas de choses particulières à part que, effectivement, euh, le monde des alumni est très fort impliqué dans le sujet de l'action environnementale. Donc, un bon point pour nous et un bon point pour la planète. À bientôt et bon séminaire. Bon webinaire plutôt, séminaire. Merci beaucoup, Aurélien. Je me dis quand même un tout petit mot pour INSA Alumni. Vous êtes une des premières grandes associations à nous avoir soutenus dès 2020 ou 2021 et on coopère très régulièrement. On organise chaque année un webinaire et je t'en remercie vraiment chaleureusement et nous continuerons encore pendant de nombreuses années. Et du coup, je précise que nous sommes aussi assistés dans ce webinaire par Kelly Campette, qui est notre salarié hein, à l'effort de Planète et qui va assurer le bon déroulement de ce webinaire et qui, vers la fin, vous mettra dans le chat un questionnaire qu'il est important que vous renseigniez. Ça prend vraiment 2 minutes. Ça nous permet d'évaluer hein, la pertinence et en particulier si ça génère une envie, une intention de passer à l'action. On le fait parce qu'on a envie vraiment d'évaluer et d'améliorer notre impact, mais c'est aussi quelque chose qui est regardé avec attention par l'ADEME et avec raison. Et je passe tout de suite la parole à Laurent, qui peut nous dire un petit mot d'introduction sur ce qu'il est et ce qu'il fait, et puis nous planter le décor sur les enjeux du changement climatique. Merci d'avance, Laurent. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup à Aurélien et à Kelly aussi pour l'organisation de ce webinaire. Bah, vous le savez, c'est un plaisir d'intervenir dans ce cadre-là et de soutenir vos actions qui sont aussi importantes. Et c'est aussi un plaisir aussi d'intervenir avec Anne et Marie pour illustrer justement comment on peut mettre en mouvement une entreprise, une institution pour agir. Donc je me présente Laurent Richard, ancien de l'INSA à Toulouse. J'interviens maintenant depuis plusieurs années dans différentes universités pour enseigner sur les sciences du climat, la transition énergétique et la finance climat et les politiques RSE. Et j'interviens aussi dans mon travail auprès de certaines entreprises ou collectivités pour les aider pardon, à mieux comprendre et aussi à agir. Et donc, je vais détailler à la fin de mon intervention un petit peu les différentes étapes et pistes qui peuvent être mises en place pour créer des dynamiques au sein d'une entreprise, d'une institution, pour amener le changement nécessaire pour faire face aux défis du changement climatique. Donc, vous m'avez demandé de présenter un petit peu les grands enjeux et que vous connaissez bien sûr, mais peut-être une petite mise à jour. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Donc, je vais très rapidement hein, présenter les problématiques, quelques dernières données, les parcours d'émissions et politiques actuelles, un petit peu, et les enjeux internationaux autour de la question climatique, et puis préciser les stratégies, les outils qu'il peut y avoir au sein d'une stratégie climat, comment mettre en place une stratégie climat au sein de l'entreprise. Donc vous le savez, tout ce qui concerne le changement climatique, une grosse partie est évidemment liée à cette grande aventure intellectuelle scientifique qui a été celle de la communauté des climatologues autour de la compréhension du système Terre et des évolutions du climat dans le passé, des développements des modèles
pour mieux prédire et comprendre les évolutions futures. Et tout ça est synthétisé dans ces grands rapports d'évaluation qui sont publiés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Tout ça pour vous dire que, vous le savez, il y a 3 tomes, 3 groupes de travail autour de ce changement climatique. Le premier qui travaille sur l'élaboration du consensus scientifique sur les bases physiques du climat sur notre planète. Ensuite, sur les impacts et les mesures d'adaptation qui sont évidemment, on le sait, de plus en plus nécessaires. Et puis le troisième groupe de travail qui, lui, va travailler sur toutes les mesures d'atténuation, donc de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce dernier grand rapport d'évaluation, l'AR6, a été publié entre 2021 et 2022. On aurait dû avoir une publication qui s'étale entre 2026 et 2027 pour le 7e rapport. Mais il y a aujourd'hui des conflits au sein du GIEC, en particulier de la part de certains États, qui bloquent la publication de ce prochain rapport. Et donc la communauté scientifique et les membres de la communauté scientifique qui travaillent au sein du GIEC, au sein de ces groupes de travail, essayent de voir quelle stratégie mettre en place, quelles publications sont les plus nécessaires aujourd'hui pour aider les entreprises, les acteurs financiers, les acteurs étatiques et la société civile à peut-être agir et en tout cas à avoir des précisions sur les dernières évolutions que la science permet de comprendre. Donc, il y a de grosses incertitudes, puisqu'évidemment, vous le savez, l'administration Trump, les États-Unis et d'autres pays essayent de bloquer la publication de ce nouveau rapport d'évaluation. On devrait avoir cependant la publication d'un nouveau rapport spécial, comme il y a pu avoir sur l'objectif des 1,5 degré ou sur l'agriculture, un nouveau rapport spécial cette année sur le changement climatique et les villes. Comment les villes peuvent agir, comment elles peuvent s'adapter au changement climatique. En termes d'émissions, puisque c'est ça qui évidemment nous importe le plus quand on parle de changement climatique, on voit qu'aujourd'hui, on a atteint en 2024 un nouveau record d'émissions de gaz à effet de serre, CO2, méthane, oxyde nitreux, les gaz fluorés, tout compris. On atteint la valeur de 56 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on voit en tout cas une diminution de l'augmentation des émissions de CO2 et on s'oriente vers une stabilisation de ces émissions, en particulier à cause ou grâce, on va dire, à l'évolution d'un pays comme la Chine en termes d'émissions qui a peut-être atteint son pic d'émissions avec peut-être donc 5 années d'avance sur ses objectifs qui ont été déposés auprès des conferences of parties. Donc on voit une diminution de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. On attend évidemment le point de bascule vers une diminution, on n'y est pas encore. Ce qu'on voit aussi dans les préoccupations et dans les objectifs qui se dégagent des conférences of parties, des COP, c'est l'attention que l'on porte sur les émissions de méthane. Pourquoi? Parce que le méthane, à l'inverse du CO2 qui a plus une structure en termes de stock, puisque le CO2 va s'accumuler dans l'atmosphère, en termes de méthane, on réfléchit plus en termes de flux, parce que sa durée de vie est de l'ordre de 10 à 12 ans. Et donc, on sait que si on diminue très rapidement dans les prochaines années les émissions de méthane, l'impact sur l'évaluation de la température peut être important et à court terme, ce qui n'est pas le cas avec le CO2. Et donc, autant les diminutions de méthane ne résoudra pas la problématique climatique qui, elle, est véritablement liée plus aux émissions de CO2, autant on peut limiter les dégâts, puisqu'on peut limiter une augmentation de la température qui entraînerait à ce moment-là des événements extrêmes encore plus importants. Donc c'est là les 2 priorités qu'on a au sein des COP. Et puis l'autre priorité qui façonne la façon dont les États négocient, c'est évidemment les émissions annuelles de CO2 que vous voyez sur cette carte qui est assez parlante, puisqu'on retrouve donc la Chine, première zone émettrice de CO2, ensuite les États-Unis, puis vient l'Union européenne et l'Inde qui est en très forte progression, ainsi que d'autres pays en développement. Ça, c'est la première façon de voir les négociations en termes d'émissions annuelles. Il faut évidemment, parce que le CO2 s'accumule, prendre en compte les émissions historiques et donc la responsabilité de chaque État dans la crise climatique, où là, on a les États-Unis en premier pays, ensuite vient l'Union européenne,
puis la Chine. Alors cette carte date de 2010, elle date un peu. Sachez qu'en termes d'émissions historiques, en 2026, la Chine dépasse l'Union européenne en termes d'émissions historiques de CO2. Donc tout ça vient façonner la façon dont les États négocient et la façon dont les pays développés acceptent d'engranger, de créer des flux financiers pour aider les pays en développement qui ne sont pas responsables de cette crise, mais qui vont en souffrir le plus, les aider à faire un développement économique tout en ayant une transition énergétique, c'est-à-dire en ayant un mix énergétique décarboné le plus rapidement possible. L'autre négociation sur le point de blocage qu'on a aujourd'hui dans les négociations internationales, c'est ce qu'on appelle le fonds de pertes et dommages ou de pertes et préjudices, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays en développement font d'ores et déjà face à des sécheresses historiques, des inondations comme au Pakistan, au Malawi, et ces États n'ont pas les moyens de faire face d'aider leurs agriculteurs à acheter de nouveaux cheptels et autres. Et donc là, lors de des dernières conférences, il y a eu un accord sur ce fonds pertes et dommages. Aujourd'hui, la demande est de l'ordre de 1000 à 3000 milliards de dollars. On en est aujourd'hui à peu près 600 millions de dollars. Donc il y a énormément d'efforts à faire. Et ça, évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte, ne serait-ce que au niveau de nos États, par rapport aussi à la façon dont on va investir pour la transition énergétique. Il ne faut pas perdre de vue aussi que ça fait sens de le faire dans les pays en développement, de par notre responsabilité et de par aussi l'efficacité de ces politiques qui sont parfois, en termes de réduction de CO2, plus efficaces dans ces pays-là que dans les nôtres. Pour résumer tout ça, le grand défi aujourd'hui, c'est évidemment de réduire cette courbe d'émissions qui, on le voit, n'a connu que des augmentations au niveau mondial. Les seuls exemples de diminution de nos émissions sont liés à des crises énergétiques dans les années 70-80. On va voir évidemment la crise énergétique actuelle, quel va être son impact en termes d'émissions de CO2, des crises politiques, des crises financières, et puis la dernière, évidemment, une crise sanitaire qui a amener une diminution de 5 à 6% des émissions mondiales sur un an. Tout le défi, le grand défi d'aujourd'hui, c'est un défi d'ingénieur, c'est un défi d'entreprise et de tout un chacun, c'est évidemment comment réussir à faire une diminution de ces émissions tout en ayant une croissance économique, et en particulier, évidemment, lorsqu'on parle au niveau mondial, pour les pays en développement, c'est ce qu'on a à créer. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays. On a aujourd'hui, dans certains pays, une décorrélation qui se fait entre les émissions de CO2 et le développement économique. Ce n'est pas le cas au niveau mondial. Vous voyez, hein, c'est les équations de Kaya pour ceux qui connaissent. On voit une augmentation du PNB et on voit une augmentation des émissions de CO2. Dans la plupart des pays, c'est le cas. On a cependant d'autres pays, si on prend l'exemple de la France, où on a une augmentation du GDP, donc du PNB par habitant, et une diminution de CO2. C'est évidemment ce défi-là qu'il faut réussir, en particulier pour les pays en développement, parce que c'est pour eux la priorité, sortir leur population de la pauvreté. Voilà le contexte global. Les sources d'émissions, vous les connaissez, c'est globalement un gros problème d'énergie, de consommation, de provenance de ces sources d'énergie. On est toujours dans un mix très fortement fossile au niveau mondial. On le voit, les émissions viennent de l'industrie, des transports, des bâtiments en particulier. On a une part de ces émissions liées aussi au méthane et au l'oxyde nitreux qui est liée à l'agriculture. Donc là, c'est d'autres pratiques, d'autres aussi peut-être consommation et régime alimentaire. Et donc tout le défi aujourd'hui, vous en entendez parler, et la crise en Iran met ça en exergue, c'est le défi de l'électrification, pardon. Aujourd'hui en Europe, on avance, on est à peu près pour la première fois au-dessus de 70% d'électricité décarbonée, mais le défi qui reste à faire, c'est évidemment les usages, électrification des usages pour remplacer le gaz, le pétrole et le charbon le plus rapidement possible. On a des progrès donc, et pour vous donner une idée d'où on en est, effectivement, on aurait eu ce webinaire il y a 10 ans au moment des accords de Paris. On était sur une trajectoire de réchauffement de l'ordre de 4,5 degrés. On est aujourd'hui, selon les estimations, sur une trajectoire de l'ordre de 2,7 degrés. On est très loin encore des objectifs de Paris. L'objectif des 1,5 degrés est de plus en plus compromis. En tout cas, il n'est plus du tout réalisable sans technologies fondées sur ou techniques fondées sur la nature, ou des technologies qui permettraient de capter et de stocker le CO2 de l'atmosphère. Ce n'est plus possible.
Par contre, il y a encore une trajectoire qui nous rapproche des 2 degrés. En particulier, vous voyez que si tous les engagements pris par les États sont appliqués, on s'approcherait des 2,2 degrés d'ici la fin de ce siècle. Énormément d'incertitudes par rapport à ces valeurs et surtout par rapport au scénario et la trajectoire qu'on va suivre dans les prochaines années. Évidemment, l'instabilité géopolitique, le manque peut-être de coopération entre les États risque de mettre à mal les politiques de coopération en termes climatiques et donc risque de mettre à mal aussi cette trajectoire qui prend en compte les politiques et mesures qui sont déjà mises en place. Reste que l'accélération de ces politiques va dépendre aussi d'une certaine façon de la coopération entre les États. Pour Il finir sur reste 2 minutes. sur ce 2 minutes, diaporama, Laurent. au niveau de la France, la trajectoire est pour l'instant suivie, mais avec un gros défaut, transport et agriculture, et aussi le marquage du changement climatique sur la capacité de nos forêts, d'ores et déjà, à capter du CO2. Donc pour les entreprises, plusieurs éléments. Évidemment, la première partie, c'est les enjeux. Quels sont les enjeux associés au changement climatique en termes de réglementation, de ressources aussi? On a aussi, quelle est pour votre entreprise la chaîne de valeur? Est-elle exposée à une tarification carbone? Les obligations de reporting, c'est d'actualité. Évolution des attentes sociétales aussi de vos futurs employés. Et puis, dernier point, évidemment, l'augmentation en fréquence des événements extrêmes qui vont peut-être impacter vos chaînes de valeur, vos chaînes et vos clients. Deuxième point, le diagnostic. Comment estimer les principales sources d'émissions de l'ensemble de votre chaîne de valeur? On parle évidemment là du bilan carbone. Et puis la hiérarchisation des postes en fonction de la contribution et de leurs expositions au risque climat. Ça soulève des opportunités aussi, ça permet d'identifier des axes d'optimisation, ça permet aussi peut-être de changer de produit ou d'activité, et puis de communiquer aussi sur ces axes de travail. C'est, vous le savez, aujourd'hui des opportunités par rapport à l'attente des consommateurs sur la question climatique. Reste tout ça à mettre en place en termes de stratégie, et je pense que les intervenants vont pouvoir nous en parler plus précisément. Comment communiquer sur ces enjeux au plus haut niveau de l'entreprise, comment acculturer à ces enjeux-là au sein de l'entreprise, comment influer aussi peut-être sur le business model et la stratégie globale. Et puis ensuite, évidemment, au-delà de la stratégie, on a le dernier point, si j'arrive à le lancer, c'est le déploiement. Comment décliner cette stratégie en politique, comment définir des objectifs quantitatifs aussi, et puis les actions de réduction, et surtout, évidemment j'en ai très peu parlé, mais il y a la question d'adaptation par rapport aux conséquences du changement climatique, et au final, comment intégrer ce pilotage aussi de l'enjeu climatique à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà, très schématiquement, un petit peu avec tous les différents postes, les axes de réflexion qui permettent petit à petit d'amener tout ça au sein d'une entreprise. Et puis donc pour finir là-dessus, juste pour vous dire que vous connaissez les différents ateliers, la fresque du climat qui permet d'aborder les enjeux climat, 2 tonnes qui permet de comprendre les mesures à mettre en place pour décarboner son bilan personnel, En-ROADS qui permet d'évaluer les politiques climatiques aussi, et l'ADA qui est un atelier sur le changement et la question de l'adaptation de l'entreprise. Tout ça est résumé aussi sur le site de l'ADEME, et vous avez la page Agir pour la transition écologique qui vous permettra d'avoir toutes les ressources nécessaires et des conseils aussi directs que vous pourra donner l'ADEME pour vos entreprises. Et je vais en finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci Laurent. C'était extrêmement intéressant d'avoir les derniers chiffres, hein. Il y a un certain espoir, si je devais retenir qu'un chiffre, c'est la baisse de l'augmentation, hein, même si c'est un peu un oxymore, et on espère bientôt être sur un plateau, hein, c'est ce que tout le monde attend. Alors, comme tu as été, comme d'habitude, extrêmement clair, il n'y a pas énormément de questions, il y en a quand même une, qui n'est Oui. pas la plus simple, donc on ne pourra pas voilà, débattre trop longtemps là-dessus, mais donner un peu une indication sur le fait sur cette question de la décorrélation, hein, entre la croissance et des émissions. Est-ce que ça ne serait pas dû principalement à la désindustrialisation, ce qui fait que en fait on achète des biens qui sont produits ailleurs, et quand on compte que les émissions territoriales, donc et non pas l'empreinte globale, donc ça peut un peu induire en erreur.
Oui, bien sûr. Alors effectivement, hein, c'est une question qui revient parce on parle des émissions territoriales et ensuite on parle de l'empreinte carbone qui va où vous enlevez les émissions que vous exportez et vous y rajoutez toutes vos importations. Et effectivement, en particulier pour un pays comme la France, où il y a eu un processus de désindustrialisation, la part des émissions importées fait augmenter le bilan carbone, on va dire, l'empreinte carbone de notre pays. Et donc, on pourrait se dire qu'effectivement, cette décorrélation que l'on voit, en particulier en France, est liée à ce processus-là. Alors, il y a une partie qui est liée à ça. Cependant, ce même graphique, avec moins de détails, existe. Je le rajouterai dans le PDF que je vous enverrai. Mais ce même graphique existe avec justement l'empreinte carbone. Et du coup, cette décorrélation existe tout de même, même si on prend aussi l'empreinte carbone en compte. Et elle n'existe pas seulement pour la France, elle existe aussi pour d'autres pays. Donc ce n'est pas... Alors, pour la France, l'aspect des industrialisations y rajoute un effet de décarbonation, mais effectivement, un des effets les plus notables, c'est quand même la décarbonation du mix énergétique, et donc pour l'instant de l'électricité. Ouais. Très bien, merci Laurent. En tout cas, c'est une question très importante. Merci de l'avoir posée. Vous allez le voir tout de suite quand on va entrer dans le secteur de la santé et ensuite sur le CHU de Bordeaux. Et évidemment, il faut regarder l'empreinte de l'activité du CHU en scope 1, 2, 3 et donc voilà, l'empreinte globale. J'ajoute simplement que cette question est tellement importante que pour la première fois, la stratégie nationale bas carbone au niveau national en France, on en est à la troisième. Elle est sur le point d'être adoptée, eh bien, elle compte en empreinte. Donc, c'est très important, effectivement. Merci beaucoup, Laurent. Je passe tout de suite la parole à Marie Carnet qui va nous faire un petit peu sur les mêmes sujets, un zoom sur le secteur de la santé. Donc, qu'en est-il de l'empreinte carbone du secteur de la santé et que peut-on faire pour décarboner le secteur de la santé? C'est à toi, Marie. Merci beaucoup. Je vais partager. Alors, les Est-ce que diapos, tout le monde, au moins, et est-ce je que tout le monde précise. peut voir mes diapos? Oui, tout à fait. Alors, les diapos pourront vous être communiquées ou au moins une partie d'entre elles. Voilà, donc. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Marie Carnec, je suis directrice d'établissement de santé, consultante en gestion de la santé aussi et collaboratrice du Shift Project. Pour ceux qui ne connaissent pas le Shift Project, c'est un think tank qui travaille sur une économie bas carbone, alors sur tous les secteurs de l'économie. Et sur le secteur de la santé, il y a eu plusieurs travaux qui ont commencé en 2021. Un premier rapport général sur lequel moi j'ai travaillé. Tous ces travaux ont été conduits par Laurie Marot. Des travaux complémentaires décarbonant le secteur de l'autonomie, des travaux sur l'industrie du médicament et des dispositifs médicaux qui sont sortis l'an dernier. Et cette année, un focus plus sur le juste soin et la prévention, des travaux qui viennent de sortir, qui sont pour l'instant en état de rapport intermédiaire et sur lesquels d'ailleurs il y a un appel à consultation. Ce sera plus le thème de Anne tout à l'heure. Moi, je vais de fait vous parler plus des travaux produits de santé, c'est-à-dire les travaux qu'on a produits l'an dernier. Donc, le secteur de la santé, pourquoi s'y intéresser? Parce que c'est un secteur qui contribue au changement climatique. L'empreinte carbone du secteur est estimée entre 40 et 50 millions de tonnes équivalent CO2. Et effectivement, comme on le rappelait, si on veut atteindre les objectifs accord de Paris, stratégie bas carbone, ça veut dire qu'il faut qu'on diminue de 80% les émissions d'ici 2050 et c'est colossal. Donc, la santé, c'est 8% de l'empreinte nationale et les émissions sont à 87% des émissions indirectes. Et les, les médicaments et dispositifs médicaux représentent à peu près 40-50% des émissions globales. Là, on voit justement la répartition au sein
de ces émissions des médicaments et dispositifs médicaux. Donc, on voit que c'est la source principale d'émissions. 13%, c'est le transport, 11% l'énergie, donc avec le mix assez favorable français. Là, on parle de la consommation sur le système de santé français, 11% l'alimentation, 8% sur les IMO et 5% déchets et services. Alors, c'est d'autant plus problématique que, évidemment, le secteur de santé ne cesse de croître et l'augmentation de produits de santé également. Donc, avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation des maladies chroniques liées au vieillissement, mais aussi au comportement, aux pollutions environnementales, aux effets du changement climatique, et puis le développement de nouveaux traitements, donc en termes de dépistage, de biothérapie, d'usage du numérique et de l'IA. Je ferai un tout petit focus. Mais donc, ces émissions ne cessent d'augmenter. Les émissions, c'est à la fois l'intensité carbone du produit et la quantité de produits consommés. Donc, on s'intéresse aux deux. Donc, Anne va surtout vous parler de la deuxième partie. Moi, de fait, je vais faire un peu plus un focus sur l'intensité carbone des produits. Ce que l'on voit, alors, je n'arrive pas à bien voir, pardon, l'écran pour ma part. Attendez une petite seconde, voilà. Hop, non, excusez-moi. Bon. Donc, ce que l'on voit, c'est que les émissions proviennent essentiellement de la production et en particulier de la production des principes actifs. Avec une grande variabilité en fonction des principes actifs. Et donc, ces émissions vont varier également fortement pour les médicaments qui en découlent. Si on prend par exemple des anticorps monoclonaux, du paracétamol, on peut voir des variations qui sont de l'ordre de 1000. Donc c'est extrêmement important de pouvoir travailler d'ores et déjà à la décarbonation, à penser des chaînes de valeur hein, pour les nouvelles thérapies qui sont beaucoup plus vertueuses. Donc, dans ce rapport décarboner à la production des médicaments, les travaux du Shift ont estimé qu'on pouvait diminuer les émissions d'environ 70% avec tout un tas de mesures proposées sur toute la chaîne de valeur. Je ne vais pas les détailler forcément là, mais ce qui est certain, c'est que cette décarbonation doit être absolument proactive et s'intéresser euh, à tous les aspects et en particulier à l'amont, c'est-à-dire l'engagement des fournisseurs, parce que l'industrie a elle-même un scope 3 colossal. Les fournisseurs représentent aussi 80% des émissions des industriels. Donc ça veut dire l'enjeu, il est énormément autour du sourcing des fournisseurs, autour de l'engagement des fournisseurs dans des stratégies de décarbonation et d'un réel accompagnement de tout cet amont. Et bien sûr, privilégier le régional. Hein, quand on est en Asie, tout un écosystème autour hein, des marchés. Quand on est en Europe, quand on est en France, privilégier des fournisseurs régionaux, ça va de soi, mais jusque-là, ça n'était pas bien sûr le cas. Donc la relocalisation est un enjeu essentiel. Un certain nombre d'études ont montré que, encore une fois, hein, pour une consommation consommation du système de santé français, la production française de médicaments émet 2 fois moins qu'une production chinoise. La relocalisation contribue à la décarbonation de l'industrie. Elle signifie on ne dépend pas évidemment de la décarbonation des autres pays et bien sûr, elle permet une souveraineté nationale renforcée. Pour les équipements et matériels médicaux, alors c'est un petit peu plus complexe parce que le type d'équipement et matériel est multiple, hein, comme ce schéma peut le montrer, et les solutions vont aussi être multiples.
Car ce que l'étude a montré, c'est qu'environ 41% des émissions proviennent aussi de la production des matières premières. Il y a des variations évidemment très importantes en fonction des matières qui composent les équipements et matériels médicaux et qui là sont multiples, hein. On peut avoir des variations aussi de l'ordre de 1000 entre cellulose, carte électronique et de la localisation. Donc, les profils de répartition d'émissions vont être différenciés en fonction du type de dispositif. Donc, les travaux du Shift, qui sont toujours très calculatoires, ont montré que la décarbonation des industries des DM est possible comme les médicaments, qu'elle peut, de la même matière, atteindre environ 70% de diminution avec des solutions qui vont être beaucoup plus spécifiques là, à chaque famille de produits, mais également, par contre, sur toute la chaîne de valeur et en particulier sur l'engagement des fournisseurs en amont. Parmi d'autres leviers de décarbonation, il y a bien sûr l'augmentation de la durée de vie des équipements, le développement du recyclable, du reconditionnable, absolument essentiel, et puis la consommation énergétique des équipements eux-mêmes. Et le sujet est le même pour le médicament, hein, toute une transition du fret aérien qui est encore très présent vers du fret beaucoup plus maritime. En termes de relocalisation, les sujets ne sont pas simples parce qu'on ne peut pas tout relocaliser. Donc, comment prioriser les relocalisations, enjeux de souveraineté, forte valeur ajoutée, dépendance justement au fret aérien, enjeux de matières premières, et puis après, il y a tout un plan, bien sûr, à construire sur la durée. Un petit point sur le développement du numérique et notamment des DM numériques qui explosent. Le numérique, selon les dernières calculs, mais qui datent déjà de 2019, hein, représente à peu près 4% des émissions mondiales. Donc aujourd'hui, on doit être à quelques pourcentages de plus. Et c'est surtout une croissance continue colossale, hein. On parle de 40% par an de données stockées dans les data centers en plus. 9% de smartphones en plus, 60% d'augmentation du trafic mobile et le numérique est bien sûr une source de consommation de ressources naturelles, minerais et métaux et de consommation d'eau également. Donc c'est un vrai sujet, un vrai enjeu. Donc ça, c'est pour l'intensité carbone des produits. Donc l'autre partie de l'équation, et Anne va bien sûr compléter sur le sujet, c'est la quantité de produits qu'on utilise. Et là, on doit jouer sur les deux aspects pour diminuer nos émissions. En France, ça paraît absurde, hein, mais on consomme 3 milliards de boîtes de médicaments par an. C'est 45 boîtes par personne par an. Moi aussi, j'étais étonnée quand j'ai vu ces chiffres et les sources sont vérifiées. Donc les réductions possibles, c'est ce qui est juste inutile, qui n'apporte pas de bénéfices et Dieu sait si un certain nombre de produits en font partie. Ce qui est gaspillé, hein, médicaments entamés ou périmés, ce qui est substituable avec une même efficacité, des produits peuvent être moins émissifs. Quelques exemples et puis je passerai la parole à Anne. Réduire les volumes prescrits, si on compare simplement la France et l'Allemagne en termes d'antibiotiques, en termes d'anxiolytiques, 2 fois plus prescrit en France pour les antibiotiques, 14 fois plus prescrit en France pour les anxiolytiques. Et on parle d'indicateurs de santé publique similaires. Pour le substituable, ça c'est une étude du Lancet Planetary Health de 2022 qui montrait à peu près tous les produits qui ont un réutilisable et un usage unique, le bilan carbone est plus favorable en réutilisable.
Les inhalateurs, mais il y a de nombreux exemples, hein. On voit qu'il y a des variations extrêmement différentes. C'est issu de European Respiratory Journal, des variations extrêmement différentes d'un produit à l'autre. Donc, en tant que prescripteur, il faut être sensibilisé et aller choisir des produits les plus adaptés. Donc, le shift a calculé, en prenant toutes ces données en compte, qu'une diminution est possible en termes de décarbonation de l'industrie. Néanmoins, si on veut atteindre nos objectifs, hein, la réduction complémentaire en termes d'évolution des pratiques, de prévention, de promotion de la santé, de juste recours aux soins est absolument essentielle. Mais dans notre système, c'est un réel changement culturel, alors qui était initié et il y a tout un écosystème de convaincus et de plus en plus. Mais il y a encore énormément à faire. Aujourd'hui, on est dans un système de soins qui est quand même basé sur la consommation, un système curatif, hospitalo-centré, où on consomme des diagnostics, on consomme des traitements, passer à un système de santé durable autour de beaucoup plus de prévention, de promotion de la santé, de réflexion autour du juste recours aux soins, c'est un très gros changement. Et c'est aussi un choix de politique publique, puisqu'aujourd'hui, 2% de notre budget est réellement consacré à la prévention, 2% de notre budget de santé. Or, on sait bien que les déterminants de santé sont tout autres, hein, 85% ne sont pas liés aux soins de santé. Merci beaucoup. Je finis sur ce congrès très intéressant, Santé en 2050, qui aura lieu à Rennes début juin, si cela vous intéresse. Merci beaucoup, Marie. C'était passionnant. On a tous découvert qu'on consommait 45 boîtes de médicaments, donc il faut le payer. Souvent, il reste dans le placard, hein, c'est ça le pire. Du coup, on enverra également les diapos, hein, ne vous inquiétez pas. Il y avait une question très spécifique sur une des diapos où tu indiquais que 30% de l'impact carbone était dû à la R&D. Ça semblait beaucoup. Alors, je sais pas. c'était R&D et toutes les fonctions corporate des entreprises qui incluent tous les voyages d'affaires, etc. Donc ça, ce sont encore une fois, hein, tous ces rapports hein, sont disponibles sur le site du Shift Project avec le Shift a pour objectif de partager toutes les données, donc toutes les bases calculatoires sont disponibles. Après, bon, encore une fois, hein, tout ça, ça a commencé pour la santé en 2021, il y a encore beaucoup à faire et on peut trouver potentiellement des choses à améliorer, des chiffres à améliorer, mais c'est quand même de cet ordre de grandeur. Merci. Alors, encore deux questions, puis ensuite on passera au témoignage d'Anne. Donc, une question qui concerne, alors Marie, mais peut-être Anne aussi, hein, tu réponds aussi. Si tu le souhaites, doit-on faire évoluer la formation des professionnels de santé, puisque des témoignages de médecins en milieu hospitalier confirment que la sobriété en santé vient en opposition au discours lors de la formation des médecins? C'est un enjeu colossal, bien sûr, hein, tout commence par la formation. Ça a commencé puisque Marine Sarfati, par exemple, a développé des premiers modules en fac de médecine et ça se développe dans d'autres facs à Lyon pour commencer. Toutes les facs s'équipent, les IFSI également. Mais néanmoins, c'est un travail continue et colossale parce que effectivement c'est aussi une logique de santé publique et c'est pas forcément le fort de notre enseignement. Merci Marie. Une question spécifique là, sur l'alimentation. Est-ce qu'il y a des gains à Peut-être, attendre? excuse-moi, Pardon. Anne, tu voulais ajouter quelque Oui, chose, ouais. je voulais dire ouais, je te retrouvais complètement, Marie, sur le besoin de formation qui est majeur et qui est, on a bien compris, la pierre angulaire pour faire changer la façon de travailler.
Et j'ai envie de dire, il faut aussi former la gouvernance à ces enjeux-là. Parce que les établissements, voilà, il faut que à tous les niveaux, si je peux m'exprimer ainsi, on, on soit acculturé pour changer. Merci Anne. Il y a une question spécifique sur les gains attendus du changement de régime alimentaire pour les patients, sur le régime végétarien ou autre. Est-ce que c'est un sujet d'attention important? Alors, c'est un réel sujet d'attention hein, dans les émissions. On a vu que la restauration représentait une proportion non négligeable des émissions. Donc, il y a à la fois un travail sur le gaspillage alimentaire hein, qui est colossal dans les établissements de soins. Bon, parfois parce que c'est pas très très bon. Il y a tout ce travail finalement d'améliorer d'améliorer la qualité pour un gaspillage limité. Et puis effectivement, il y a tous ces menus euh, beaucoup plus végétaux. Donc il y a différents établissements qui ont été assez précurseurs sur le sujet. Ouais. Merci. Alors, dernière question. On voit bien que c'est le scope 3 hein, qui compte, et en particulier la politique d'achat. Et donc la question, c'est est-ce que pour faire évoluer la politique des centrales d'achat des centres hospitaliers, est-ce qu'il y a des critères environnementaux hein, qui doivent être intégrés? Et par rapport à ça, est-ce que la réglementation favorise cette évolution? Oui, absolument, hein, puisque il y a eu tout un travail et une législation autour d'une meilleure compréhension du bilan carbone par produit. Et encore une fois, tout ça est un travail en cours, hein, pas encore complètement abouti, mais on avance. Et aujourd'hui, dans les critères d'achat, ces aspects sont de plus en plus pris en compte. Après, il y a tout ce dialogue entre l'industrie et les établissements, les centrales d'achat pour que justement pour qu'on harmonise les violons de manière à ce que les industriels n'aient pas non plus à répondre à X critères différents pour répondre à des marchés. Mais les progrès sont réels. Toujours sur cette question, et là, on va dire que ça sera la dernière question. Toujours sur ce sujet des achats, est-ce que c'est pas plus cher, néanmoins? Plus vert, mais plus cher. Est-ce que c'est pas un frein, le coût de ces matériaux, de ces dispositifs ou de ces médicaments? Euh, Alors, encore une fois, pas forcément, et ça à prendre de façon globale, et on pourra enchaîner sur Anne, c'est à prendre dans une réflexion sur un parcours de soins. Euh, il y a un certain nombre d'économies à faire hein, sur la façon d'utiliser hein, les produits, et inversement, potentiellement un peu d'investissement sur la qualité, la provenance des produits. Mais l'un dans l'autre, on s'y retrouve quand on le prend de façon globale. C'est très clair. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Et donc, je vais passer maintenant la parole à Anne. Anne, tu es médecin au sein du CHU de Bordeaux. Euh, je veux bien que tu commences par nous décrire dans ta spécialité en tant que médecin, mais également, puisque c'est surtout de ça dont tu vas parler ce soir, pourquoi est-ce que tu as souhaité, puisque tu as une vocation de médecin, c'est déjà pas rien hein, d'avoir cette vocation, mais pourquoi, au-delà de cette vocation de médecin, tu as souhaité t'engager sur ces enjeux voilà, de décarbonation, ces enjeux environnementaux? Quelle était ta motivation au départ? Alors bonjour et merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Ravie d'être avec vous et honorée. Moi, je suis médecin pathologiste, c'est-à-dire que je porte des diagnostics au quotidien à partir de matériel tissulaire qui a été d'origine humaine, donc qui a été prélevé lors de biopsies qu'ont pu faire les différents médecins des différentes spécialités ou de pièces opératoires issues d'une chirurgie. Voilà.
quand on enlève une tumeur du sein ou une lésion cutanée. On l'envoie au laboratoire. Et bien, moi, je suis dans ce laboratoire qui fait ces diagnostics de lésions bénignes ou moins sympas. Et pourquoi cette motivation? J'ai envie de dire que elle est le fruit d'abord d'une construction personnelle inhérente à mon éducation, plutôt sobre, j'ai envie de dire. Et puis j'ai percuté un ovni qui s'appelle le docteur Noël Bernard en 2020, qui a fait sortir de moi, en fait, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait faire quelque chose à l'hôpital qui réponde à des valeurs intrinsèques de sobriété, d'efficacité, de pertinence, enfin tous ces mots qui ont beaucoup de valeur, éviter le gaspillage, et puis avec ça, donner du sens au travail des professionnels. Et puis c'était tellement lié à du bon sens que voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai percuté l'OVNI, je ne savais pas vers quoi on allait. Donc après, c'est ma curiosité, j'ai envie de dire, mon goût de l'aventure qui m'a guidée au départ. Merci Anne. Alors je précise que l'OVNI en question est peut-être parmi nous. Voilà, Noël, voilà, on te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu as déjà témoigné dans ces webinaires, hein, et voilà, merci d'être ce soir parmi nous et merci de continuer tout ce que tu fais maintenant d'ailleurs au-delà du CHU de Bordeaux au niveau national. Alors, et tu pourras d'ailleurs intervenir en tant qu'OVNI si tu le souhaites à un moment. Alors, peut-être que maintenant tu peux nous dire finalement quel a été le contenu de cette aventure avec l'OVNI Noël Bernard et d'autres, puisque c'était rapidement une aventure collective. Voilà, par où tu as commencé, ce qui a été fait, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Oui. Ce que je peux dire aussi, c'est que finalement, Noël, d'abord, elle a voulu, enfin, ça c'est une notion importante, c'est que seul on fait rien et que ensemble on peut aller bien, bien loin. Donc, elle avait eu une expérience un peu solitaire au CHU et fort de cette expérience, elle s'était dit, ben là, en 2019-2020, les planètes étaient alignées pour garder la métaphore astronomique. Le secrétaire général venait de changer, il avait une corde verte, il était sensible à la transformation écologique. Noël était décidé à avancer, mais de façon collective. Et donc, elle a proposé un deal, c'est-à-dire de sélectionner quelques unités de soins et de support qui allaient être pilotes de cette tentative de formation-action. Et c'est vrai que je pense que moi, j'ai été recrutée parce que je faisais du vélo. Voilà. Et qu'on m'avait déjà vu depuis X années faire du vélo et que faire du vélo. Donc, voilà. Et en plus, je représentais quelque part les laboratoires. Elle avait déjà constitué son équipe de soignants. Et je pense que je venais compléter l'équipe. Voilà, on avait besoin de tous les formats, en plus des équipes de support comme l'hygiène, la logistique, qui sont indispensables à embarquer dès le départ pour pas heurter, parce que ils ont des contraintes liées aux établissements très précises. L'hygiène, on ne déroge pas avec ça. On parle de soins éco-responsables. On ne soigne pas au rabais. On garde toujours la même qualité, que ce soit bien. Enfin, je préfère préciser, on est sur une qualité de soins identique, une sécurité pour le patient et les professionnels égale. Voilà, on cherche juste à être plus pertinent et tout le monde s'en portera mieux, y compris la planète. Donc c'est en participant aux unités durables pilotes qu'on a finalement petit à petit, au fur et à mesure de notre formation, puisque moi je suis partie du niveau moins 10 ou moins 1 million sous le niveau de la culture de transformation écologique. Et en 2020, c'était quelque chose en santé, on ne savait pas grand-chose. Mais le document du chiffre dont vous a parlé Marie est arrivé quelques années après. Donc voilà, c'est cette aventure qu'on a menée qui nous a permis d'aboutir à un premier document qui s'appelle le Guide des unités durables. C'est une compilation d'une 50aine de fiches qui permet, alors découpées en 7 thématiques, gouvernance, économie circulaire, soins éco-responsables, énergie,
sobriété numérique et qualité de vie au travail et pour les professionnels et pour les patients, de proposer à des professionnels qui voudraient finalement faire la même chose que nous, mais une fiche qui décrit en détail la procédure à suivre. Voilà, une fiche pratique. Donc, c'est comme ça qu'on avait débuté et mis à disposition et partagé notre premier outil, ce guide des unités durables. Et puis après, très vite, on s'est rendu compte que donc on a pas mal communiqué là-dessus, et puis que si on voulait embarquer d'autres unités, il fallait les aider à finalement utiliser ce guide et à réfléchir à comment mener cette action dans leur unité. Et donc, on a très vite proposé des formations qu'on a construites, créées, taillées aux dispositifs des unités durables. Voilà. Et désormais, on propose ça 4 fois par an. Il y a 4 promos de référents unités durables qui viennent suivre notre formation. Et puis, on a ouvert aussi une formation aux animateurs, c'est-à-dire des personnes qui viendraient pour un établissement non encore engagé acquérir la formation, tous les outils qu'on donne à nos professionnels, les reproduire dans leur établissement. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelles sont les principales caractéristiques qui font qu'une unité est une unité durable? Voilà, puisqu'on a parlé tout à l'heure des achats, des pratiques, Ouais. du non-gaspillage, etc. Le dispositif, donc il engage des unités de soins ou de support qui ont en leur sein des référents qui sont en général des volontaires, référents unités durables qui vont se former et après mener le travail dans leur unité. Mais là encore, tout seuls, ils ne peuvent pas non plus avancer. Il faut que l'encadrement soit favorable. Et donc l'encadrement de l'unité, et j'ai envie de dire également l'encadrement de l'établissement, de la structure, de l'entreprise. Voilà. Si on veut pérenniser, c'est l'objectif, on veut continuer à s'émuler, à se motiver, il faut absolument que l'encadrement soit favorable. Voilà. Ces unités, elles vont apprendre à travailler sur les 7 thématiques dont j'ai parlé. Donc, essayer de trouver des circuits pour valoriser leurs déchets, mais également faire attention à l'exposition des professionnels à des produits ou chimiques ou des radiations qui peuvent être délétères. Elles vont penser à ne pas jeter dans les toilettes les résidus de médicaments. Je dis ça pas par hasard. Elles vont aussi penser à informer les patients que c'est une unité qui est engagée dans ce soin-là. On le voit dans les services de chirurgie ou dans la salle juste avant de rentrer au bloc. Le patient est encore éveillé. Il y a une petite affichette qui lui dit « si vous êtes dans un bloc durable ». Donc voilà, c'est faire des efforts de communication. Et puis après, il y a aussi des efforts faits pour les professionnels pour un peu vivre mieux dans leur unité et puis également pour les patients. C'est un exemple, voilà. Et on labellise ces unités qui s'engagent lors d'une visite plutôt bienveillante et entre pairs, là aussi, et où on va justement passer au crible toujours avec bienveillance, de ces 7 thématiques, les actions qui sont menées dans cette unité. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on est très fiers avec Noël de l'investissement de nos unités dans le soin éco-responsable, qui est quand même le cœur du métier du professionnel de santé, c'est-à-dire revoir ces procédures, revoir tous les gestes du quotidien, avec juste des lunettes qui vous disent « Ah, ça c'est peut-être pas utile, ça on peut faire autrement ». Voilà, pour qu'il soit plus éco-conçu. Voilà. Merci. Alors, je reviens sur la question de l'engagement de la hiérarchie, de la direction que tu évoquais, parce que ça, vraiment, ça s'applique dans toute structure, hein, et on peut comprendre que ça peut être un frein comme un énorme soutien. Justement, comment s'y prendre pour obtenir ce soutien?
parce que tu disais que ton secrétaire général avait changé, donc c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, voilà, ça suffit sans doute pas. C'est pas lui qui décide de tout Non, sur non, tous les non. sujets. Mais si un professionnel se retrouvait un petit peu, enfin, on va dire que sur le terrain, il sait qu'il y a quelques collègues qui ont envie de faire quelque chose, mais ils ne voient pas la direction prendre ce cap-là. Moi, je les inviterais à aller toquer à la porte de ce gouvernant et à essayer d'engager la discussion. Peut-être proposer un atelier de sensibilisation large au comité de direction pour qu'ils comprennent de quoi on parle. Et pour compléter ce que Laurent disait tout à l'heure, il y a un atelier, le Planel Sphère, développé par le CHU de Poitiers, qui s'intéresse à l'impact de la santé sur l'environnement, donc qui est dédié au fonctionnement de la santé. Donc, une corde de plus dans les outils de sensibilisation. Moi, j'aurais plutôt proposé ça. Et si c'était dans un établissement de soins, s'il était en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, j'aurais proposé de prendre rendez-vous avec notre chargée de mission qui est là soutenue par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et qui est là pour diffuser en Nouvelle-Aquitaine le dispositif des unités durables. Donc, elle, régulièrement, elle rencontre à l'occasion d'un comité de pilotage des établissements de soins et médico-sociaux qui le souhaitent, justement une intervention pour présenter ce dispositif. Donc ça, c'est une première façon de faire connaître cela. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on nous a rapporté que c'est utile de faire appel à des tiers finalement, hein, de l'extérieur qui viennent voilà, apporter un retour d'expérience. Mais donc ça, c'est très intéressant de pouvoir le faire maintenant grâce à ce que vous avez initié. Mais comment est-ce que tu as fait ou comment est-ce que Noël a fait? Parce que vous ne pouviez pas faire ça. Donc comment vous avez réussi à convaincre, à donner envie à la direction? Alors tu citais un atelier de sensibilisation. Est-ce que vous en avez fait un? Oui. D'accord. Oui. À l'époque, la fresque, moi je me souviens, certains, enfin beaucoup ne savaient pas ce que c'était. Moi-même, je ne savais pas et du coup, j'avais demandé à la collègue qui le proposait, qui faisait partie, qui était un laboratoire que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai invité à le tester chez nous en anapath et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai fait mon maximum pour que ce soit fait au niveau des présidents de CME et CCM, et incluant la direction, parce que c'était, à mon sens, un moyen de percevoir, si ce n'est pas choquer, euh, les citoyens que nous sommes derrière nos blouses ou nos costards cravates. Donc, tu parles de quelle fresque? La fresque du C'était la climat? fresque du climat. C'était la fresque D'accord, du d'accord. climat. Mais en 2021, 22, enfin nous en tout cas en santé, en 21, on ne savait pas. Enfin moi je savais pas je savais pas du tout. Et Très ça bien. a été un électrochoc pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Alors, je confirme parce qu'on a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Donc, une des premières actions, bien sûr, c'est une action, on va dire, préliminaire à toutes les actions ensuite qui ont elles-mêmes un impact physique, hein, mais une action de sensibilisation peut vraiment changer la donne, surtout quand elle implique la direction, parce que ça permet d'avoir des alliés en plus après qu'avant. Oui, et Et puis j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de supports, euh, webinaires, même publications, la revue hospitalière, pardon, la revue hospitalière qui est soutenue par la Fédération hospitalière française, elle met quand même l'accent et elle met en valeur toutes les productions, toutes les initiatives qui sont faites dans tous les établissements. Donc aujourd'hui, euh, voilà, ça participe là aussi à cette communication, à ce bruit de fond où tous les établissements bougent. Et j'ai envie même de compléter en disant que aujourd'hui l'HAS, donc il certifie les établissements, alors là c'est spécifique à la santé, mais de soins et médico-sociaux, a désormais dans sa nouvelle grille d'évaluation, de certification, dans le 6e cycle qui est en vigueur depuis novembre 2025,
plusieurs items sur les soins éco-responsables. Donc, ça ne devient plus de la théorie, ça devient de la pratique. Donc, j'ai envie de dire qu'un établissement aujourd'hui réticent aux soins éco-responsables, ce n'est pas possible, puisqu'il va un petit peu se tirer une balle dans le pied en ne travaillant pas les items de la certification, ou en prenant du retard en tout cas. Alors, toujours sur la question de embarquer la direction, il y a une question qui est intéressante par un alumni de l'INSA qui a travaillé au sein de la direction d'un CHU, alors il n'indique pas lequel, c'est peut-être pas celui de Bordeaux en tout cas, et qui dit que c'est pas aujourd'hui un critère de notation prépondérant pour les directeurs de CHU, qui sont notés sur bien d'autres critères, la qualité des soins, etc. Donc, est-ce que c'est pas aussi, il faudra que ça vienne du ministère de la Santé, mais est-ce qu'on en prend le chemin Et il me semble qu'il y a eu une vague de sensibilisation des trios de tête des établissements de santé, justement à la fresque du climat, par le HESP, justement dans ce sens-là, pour les sensibiliser à ça. Et j'ai envie de dire, peut-être que dans la notation des directeurs d'hôpitaux, il y a peut-être la recherche. Et il faut savoir que la transformation écologique, c'est un vrai puits, gisement en tout cas, de projets de recherche et d'innovation phénoménal. Donc, ne pas faire de la recherche en transformation écologique aujourd'hui, c'est passer à côté de magnifiques opportunités. Alors, sur les leviers d'action, je prends tout de suite une question qui est un petit peu dans ce même registre, qui est intéressante. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les représentants des usagers des établissements de santé pour faire évoluer les choses et aussi avoir un levier vis-à-vis des directions des établissements? Ouais, c'est une excellente remarque. Il est certain que on peut faire de l'analogie en avec je vais vous expliquer une situation en cancérologie aujourd'hui, pour certains cancers en tout cas, on a plusieurs possibilités thérapeutiques avec sans doute quelquefois des effets indésirables un peu différents, mais avec le même taux de guérison, d'accord? Et quelquefois, on se dit que, enfin, désormais, c'est la règle en général, c'est que le patient participe au choix thérapeutique. C'est-à-dire qu'on lui dit tout ça, et avec le médecin, il va choisir celle qui va lui convenir le mieux. Eh bien, je pense que demain, à ces informations pronostiques et effets secondaires, on pourra aussi lui donner l'impact environnemental. Et en concertation, ils pourront choisir celui qui leur semble le plus juste. Bon, on va beaucoup parler de la direction. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce que tu as dit dès le début, seul on ne peut rien faire. Ouais. Et donc, ça c'est évidemment important, à la fois pour avoir un impact, pour avoir des bonnes idées, il faut être plusieurs pour mettre en place un projet de transformation. Et puis pour tenir dans la durée, il faut se soutenir mutuellement, etc. Donc voilà, pour plein de raisons, il faut créer rapidement un collectif. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Parce que là encore, quel que soit le secteur d'activité, c'est une des premières actions à engager. Voilà, ne pas rester seul longtemps. Tu disais que lui était un peu seul. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à embarquer des collègues? Parce que peut-être que tous n'étaient pas aussi motivés, tous ne faisaient pas du vélo comme toi tous les jours. Il vais faire d'autres sports. En fait, si je reprends ce que tu dis, faut s'appuyer sur les gens qui sont motivés. Alors, soit c'est dans notre environnement proche, on les connaît, on voit ceux qui ramassent le papier de la poubelle parce qu'il y a encore un recto qui peut être utilisé, ceux qui aiguisent leur crayon à papier, enfin, on se le reconnaît, ou à la machine à café, ou ceux qui ont leur tasse ou leur verre. À plus grande échelle, à l'échelle d'un établissement, c'est plus difficile. Alors, Noël, elle est
elle avait toute une galaxie autour d'elle parce qu'en étant interniste, elle connaissait beaucoup de spécialités. Et avec son expérience, elle avait déjà repéré certains qui justement partageaient ces, 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 ces centres d'intérêt à ce niveau-là. Mais quand on est dans un établissement où on ne connaît pas tous les gens, je pense que on peut s'aider d'une enquête rapide pour justement, en quelques questions, demander comment ils sentent, quels sont leurs souhaits en termes de transformation écologique. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir, on peut sonder leur souhait à la fois d'avoir plus de connaissances et à la fois de passer à l'action. Ça peut être un moyen. Donc, personnellement, j'ai effectué ça à l'échelon d'un collectif qu'on a créé dans ma spécialité en anatomie et cytologie pathologique à l'échelle française. On a commencé par faire une enquête nationale en leur demandant est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà mis des choses en place dans votre laboratoire? Est-ce que vous avez envie de participer à un collectif qui prendrait à bras le corps ces problématiques et qui, après, on ne savait pas trop vers quoi on s'engageait, mais juste un collectif qui essaierait de réfléchir à travailler autrement. Voilà. Et ça a plutôt fonctionné. Et comment ça a été perçu par la direction ou par le ministère, voilà, de créer un collectif, parce que parfois ça peut faire un peu peur, quoi. Ça peut être un collectif de pression, de lobbying. Non, là c'était bien sûr très amical entre guillemets. C'était plus pour se retrouver et essayer d'avoir justement de faire fonctionner cette intelligence collective qui fait de laquelle sortent pas mal d'idées. Et donc non. Et puis on a montré aussi, ça aussi c'est important, en médecine quand même, on parle de soins, si on fait autrement que les recommandations, il faut quand même démontrer qu'on est toujours dans de la qualité, de l'efficacité, j'en parlais. Donc très vite, on a eu le besoin aussi de démontrer qu'on avait raison, que c'était pas du doigt mouillé et tout ça. Et donc on a essayé là encore, et je reviens sur la recherche, de publier, c'est-à-dire que ces expérimentations qu'on a menées, on est allé au bout du raisonnement scientifique et démontré par des travaux qui sont publiés aujourd'hui de manière internationale que notre intuition était bonne. Et ça donne de la crédibilité. Voilà. Et ça, les gouvernants, en plus des points et des économies que ça représente pour les établissements, puisqu'une partie des publications, enfin, il y a une dotation économique aux publications qui revient aux établissements. Alors, public, c'est les directions de la recherche qui le récupèrent, et dans le privé, c'est l'auteur ou l'équipe. Donc, ça peut expliquer quelquefois certains départs prématurés de l'hôpital. En tout cas, ça permet de sensibiliser d'une autre manière. Mais c'est vrai que moi, je tiens beaucoup à ça parce que la transformation écologique, c'est pas juste gérer les déchets, c'est aussi avoir des idées brillantes et publier ses travaux. Voilà. Et tu as insisté quand on préparait cet échange-là sur le fait de s'appuyer sur des sachants reconnus pour convaincre. Donc ça, c'est quelque chose, parce que Dieu sait si aujourd'hui, les experts scientifiques sont parfois un peu malmenés. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour toi, a été un levier important. Oui, et pas s'attarder sur ceux que vous ne pourrez pas convaincre. Vraiment, pas perdre de temps avec eux, je crois. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où pas mal les principaux vous suivront, eux se plieront à cela ou alors resteront campés sur leur décision. Mais je pense que faut tracer la route. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner l'exemple d'une difficulté, parce que rien n'est simple, hein, quelle serait la principale difficulté que tu as eue ou que tu as encore aujourd'hui pour faire bouger les choses rapidement? Qu'est-ce qui est plus difficile? Alors,
à titre personnel ou à titre général sur, on va dire, le, le COPIL transformation écologique du CHU. Je peux répondre à ces Oui, deux. oui, les deux, bien sûr. Ouais. J'ai envie de dire, alors peut-être que finalement, je ne l'ai pas exposé comme ça, mais peut-être qu'on va se retrouver. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est quand même toujours périlleux. On est sur la corde raide au niveau du temps. Voilà, moi, je suis à 100% dans mon activité, j'ai envie de médicale. Et donc, dans ma journée qui fait 150%, voilà, il y a 20% à la transformation écologique. Voilà, je trouve que c'est un petit peu aujourd'hui, on est encore dans les prémices d'une reconnaissance en bonne et due forme de cet engagement des établissements. Ça se décline aussi sur les professionnels de terrain, hein. Une infirmière qui a toute sa journée occupée, c'est difficile qu'elle trouve 5 minutes pour faire un pas de côté et réfléchir à faire évoluer son soin. Donc aujourd'hui, il faut se dire que on a des gens qui sont plus que motivés, enfin, qui ont vraiment ça chevillé au corps et pour lesquels c'est urgent, voilà, de penser autrement. Et aujourd'hui, ce problème du temps et de la reconnaissance de ce temps, hein, parce qu'on pourrait imaginer que si on dit qu'il faut donner 10% à une unité par mois, il faudrait se dire qu'à terme, il faudra un peu plus de ressources humaines. Ça paraît pas grand-chose et aujourd'hui, c'est quand même un Everest, voilà, pour les établissements. En tout cas, de la taille d'un CHU, je pense que les centres de lutte contre les cancers sont plus agiles. Voilà. Ça, c'est à titre personnel, hein, au niveau collectif. Au niveau collectif, la communication. La communication et puis oui, parce donc il faut faire savoir ce qui est fait sur le terrain, faire remonter les informations. Il faut évaluer et donc il faut soutenir les équipes aussi pour qu'elles évaluent. Et là encore, j'ai envie de dire qu'à l'échelle de l'établissement, nous, on est 15 000 professionnels. Donc, en termes de communication, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas encore. Et là, je retrouve le temps aussi et les ressources humaines où on est une petite équipe, hein, on est 3-4. Donc, en fonction des sujets, on peut avoir des collègues qui interviennent de façon un peu plus privilégiée. On aspirerait à mieux, mais aujourd'hui, c'est difficile dans un temps contraint. Oui, tout à fait. Juste avant de poursuivre, je voulais vous redire que Kelly a mis le petit questionnaire, hein, dans le chat, elle vient de le remettre, hein, voilà, donc si vous pouvez juste passer une minute ou deux, voilà, c'est très rapide pour nous faire un feedback. Donc idéalement maintenant ou juste après, avant l'apéritif. Peut-être je voulais, si elle est toujours avec nous, hein, donner la possibilité à Noël Bernard de nous dire un petit mot, mais peut-être avant, est-ce que Anne, tu voudrais donner un ou deux conseils aux participants qui se disent finalement, en tant que médecin, en tant que salarié, comme les autres au départ, hein, tu as voulu t'engager, alors on voit que c'est au-delà de tes 100%, hein, mais en tout cas tu as voulu t'engager et avec tes collègues, vous faites vraiment changer les choses. Et puis maintenant, grâce à Noël au niveau national, donc il y a parmi tous les participants qui nous écoutent, qui sont là, ils pourraient demain faire la même chose, chacun dans son domaine d'activité. Est-ce que tu pourrais donner un ou deux conseils finaux sur voilà, comment démarrer, comment se lancer ou comment tenir dans la durée? Au risque de me répéter, je dirais qu'il ne faut pas partir tout seul. Il faut compter sur les gens qui sont motivés, partager ensemble et construire ensemble peut-être des objectifs, rester les pieds sur terre aussi sur ce qu'il faut faire. Et la première l'étape de ce petit collectif, c'est
c'est d'essayer si ce n'est pas déjà fait, d'essayer de convaincre la gouvernance d'agir. Voilà. Et d'être aussi force de proposition. Parce que quelquefois, derrière un non, c'est surtout mais comment? Je ne sais pas. Donc, essayer d'anticiper cette question qui sera posée et être force de proposition. Voilà. Et alors, est-ce que Noël, tu es toujours avec nous? Est-ce que tu veux dire un mot? Ah oui, bah, vraiment. Bonjour Noël, on a beaucoup parlé de toi, donc voilà, ça nous semble voilà, à la fois sympathique et puis justifié parce que tu as été vraiment pour beaucoup hein, dans cette initiative. Et peut-être tu peux nous dire un petit peu en 5 minutes hein, ton témoignage et puis peut-être nous dire si ça commence à faire des petits dans d'autres CHU. Alors, ben, merci, merci de me donner la parole. Merci Anne pour ton intervention. Merci Marie aussi. Ben, je dirais que c'est une belle aventure, en fait, à titre personnel. Ça a du sens. Et dans ce moment quand même très troublé, bon, Marie a fait le point et voilà, et aussi sur ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, agir, c'est quand même euh, une façon peut-être de gérer sa possible éco-anxiété vis-à-vis de tout ça. Donc être dans l'action, c'est vraiment important pour ça. Et puis c'est l'occasion de très belles rencontres. Et puis c'est finalement euh, regarder ce qu'on fait d'une autre façon. Voilà. Et avec, pour moi, je l'ai déjà dit ici, mais euh, laisser le champ à une créativité qui est vraiment importante. On fait des boulots qui sont pas faciles, hein, directrice d'hôpital, médecin sur le terrain. Et pour moi, c'est vrai, agir un peu différemment a été une bouffée d'oxygène énorme. Et puis, c'est retrouver. L'autre jour, je discutais avec une amie on essayait de réfléchir sur l'importance du collectif. Je crois que dans cette histoire-là, c'est pouvoir rencontrer des personnes avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde. Et là, c'est quand même vraiment important. Et donc, ben on se retrouve, on avance dans cette direction. Je crois que c'est en ce moment où tout le monde s'éparpille, où tout le monde part dans tous les sens, on est contre tout, on est quand même on a une société qui est très fracturée. Et là, on se raligne pour avancer dans un sens qui nous paraît logique, bon, qui je pense est logique. Mais on construit quelque chose, on essaie de construire un avenir vivable, peut-être meilleur, alors que tout est là pour nous diviser, pour nous fracturer, voilà. Donc c'est un peu un mouvement inverse qui fait du bien. Voilà. Je crois qu'il y a fondamentalement il y a ça. Merci beaucoup hein, pour ce témoignage très, très positif. Est-ce que tu peux juste nous confirmer que suite à cette démarche hein, voilà, qui s'est développée pendant de nombreuses années, qui continue au CHU de Bordeaux, finalement, d'autres CHU, et à terme peut-être tous les CHU, et puis pas que les CHU, ben, prendront exemple et font la même chose. Alors, bon là, en fait, j'ai ma casquette. C'était pas volontaire. Hein, je voulais pas faire de la pub pour la mission d'appui santé durable hein, sur en fond d'écran. En fait, ce qui est quand même extraordinaire en ce moment, c'est que ça bouge partout. Et là, bon, je suis maintenant dans une structure qui accompagne les professionnels de santé, les établissements dans la transition écologique en santé en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, bon, depuis qu'on a commencé l'aventure avec Anne il y a quelques années maintenant, hein, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Hein, eh bien, c'est magnifique de voir que ça bouge dans tous les sens. L'autre jour, j'ai eu l'occasion, je l'ai fait passer Anne, la société de rééducation de la main, hein, une société savante dont je connaissais pas l'existence, qui se lance et qui met dans son programme comment on peut faire nos soins dans ce cadre-là en étant plus vertueux. Donc voilà, je dirais que c'est partout là, il y a une espèce de diffusion qui se fait, qui devient assez naturelle de la part de beaucoup de professionnels qui trouvent du sens à faire ça.
Alors, les professionnels trouvent du sens. La direction, quand même, elle est contente parce que ça génère quand même beaucoup d'économies. En éco-soins, ça génère beaucoup d'économies. Donc, voilà, il y a quand même des angles de vue très positifs. Bon, bien sûr, nous, on n'est pas là dans la rénovation d'un bâtiment pour le rendre moins consommateur d'énergie. Nous, dans l'éco-soin, globalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, donc voilà. Et je pense que les professionnels l'ont compris et ça marche parce que ça a du sens, parce que c'est un travail d'équipe, parce que ça permet d'inventer des choses différentes. Un grand merci, Noël. Alors, c'était pas prévu, hein, voilà, c'est les bénéfices du direct, hein, donc vraiment un grand merci pour ton complément de témoignage. On arrive à la fin de ce webinaire. Je remercie encore tous les participants, hein, vous étiez nombreux, on était presque 80. Je remercie encore une fois Aurélien Trouchassou, hein, notre fidèle partenaire, hein, d'INSA Alumni, sans qui on n'aurait pas pu, hein, voilà, co-organiser ce webinaire. On le fait toujours avec l'association d'alumni. Un très grand merci aux 3 et même 4 intervenants et intervenantes. Je vous l'avais dit au début, hein, voilà, vous le saviez, hein, que ça allait être un webinaire exceptionnel avec des spécialistes, hein, de ces questions climatiques, de ces questions de décarbonation de la santé, et puis des personnes qui agissent et qui vous ont en fait démontré que c'était possible. Et vous avez vu 2 choses finalement, si je résume. Non seulement c'est possible, et c'est possible d'avoir un impact énorme, hein, puisque comme vient de le dire Noël, ça va bien au-delà du CHU de Bordeaux, hein, qui est déjà un très très grand CHU, hein, 15 000 personnes, mais beaucoup d'organismes de santé, voilà, en Nouvelle-Aquitaine et dans toute la France s'y mettent. Donc, si vous contribuez à transformer votre entreprise de l'intérieur, ça peut servir de modèle, ça peut donner des idées à beaucoup d'autres entreprises dans votre secteur, voire au-delà. Et puis l'autre chose que vous avez clairement vue avec Anne et Noël, c'est qu'en plus, c'est une aventure humaine incroyable. Et ça, on le voit tout le temps. C'est très enthousiasmant, c'est enrichissant, ça fait plaisir. Et donc, on ne peut que vous encourager à copier, à vous dire, je suis comme elle, demain, je fais la même chose. Et donc, n'hésitez pas, vous aussi, à vous lancer dans cette formidable aventure humaine. Vous pourrez également, je le redis, hein, trouver dans notre livre, hein, dans lequel Noël Bernard témoigne, hein, voilà, elle est dans ce livre et bien sûr, elle le mérite pleinement. Donc, vous trouverez des conseils sur la façon de faire, hein, puisque c'est pas facile, vous l'avez vu, hein, il y a la volonté, mais il y a la façon de le faire, hein, pour que ça soit bien accepté, embarquer ses collègues, embarquer la direction et avoir un impact. Donc, voilà, on ne peut que vous encourager à suivre l'exemple d'Anne, Noël et bien d'autres personnes. Donc encore un très grand merci, très bonne soirée et à très bientôt dans ces webinaires d'Alumni for the Planet. Encore merci à INSA Alumni pour notre coopération pour encore de très nombreux webinaires.